Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse d'Ether, on fera une analyse assez complète, j'en ai parlé hier brièvement, mais je suis pas assez rentré dans les détails selon moi. Donc aujourd'hui, on fera une analyse vraiment complète, long terme, moyen terme, court terme. On verra la liquidité, là où se trouve la liquidité globalement, et on fera une analyse d'un point de vue order flow. Bon, alors sur Ether, c'est pas la charte la plus encourageante, même si on reste dans une tendance haussière. Ici, on a une fausse cassure, ce qui est pas encourageant. C'est-à-dire que là, on est globalement dans un range, on le casse à la hausse avec une cassure franche. Hein. Ici, il n'y a pas de juste on mèche ou voilà, on a une nette cassure et on réintègre toute notre précédente semaine. Alors c'est plus ici une clôture monthly que j'attendrai pour valider cette structure W monthly. Donc voilà, une clôture au-dessus des $2030 globalement, ça serait c'est ce que je veux en monthly, et je le répète, mais si on clôture en monthly au-dessus de ce niveau-là, il y a peu de chances de revisiter ces deux creux ici. Maintenant pour le moment c'est pas le cas, on se fait rejeter, on prend la liquidité, avoir la bougie monthly comme un clôture, ça serait bien qu'elle ne clôture pas dans le rouge, parce que ça c'est une bougie bearish, le fait de capturer la liquidité, réintégrer et clôturer dans le rouge. C'est absolument pas ce qu'on veut voir, et ça serait vraiment pas encourageant pour la suite. Donc c'est vraiment pas une bougie que je veux voir, ça serait bien de clôturer, l'idéal ça serait de clôturer au-dessus de ce niveau-là. Hein. Maintenant, vu la bougie weekly qu'on a fait, il y a peu de chances que dans cette semaine on ait un rebond aussi important, mais voilà, déjà clôturer dans le vert, ça serait intéressant. Si on commence à clôturer plus bas, attention au prochain niveau, mais on va plutôt se concentrer sur du weekly pour déterminer les zones à ne pas réintégrer. Donc ici on ravale, donc tous les acheteurs qui ont acheté, ils ont actuellement la tête sous l'eau. Donc si on a des rebonds, ça peut être des opportunités de short, tout en prenant compte qu'on est dans une tendance haussière. Donc attention non plus à ne pas chercher d'aller prendre des profits trop bas ou autre, mais voilà, si on a un rebond, ça peut être une opportunité pour short. Pourquoi ? Parce que ça serait une zone de résistance. Quand vous avez un range, d'accord, si je joue mon unité de temps, j'ai pas spécialement un range, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est les supports et les résistances, pourquoi ils se créent. Quand vous avez comme ça une consolidation, vous avez tout simplement une bataille entre des acheteurs et des vendeurs. Au moment où on a une cassure à la baisse, ici, tous les acheteurs de cette zone-là qui ont acheté, tout simplement, ils ont la tête sous l'eau. Ils sont bloqués, ils sont en position perdante. D'accord? Les vendeurs, ils ont remporté la bataille. Donc déjà, si on vient faire un pullback, il y a des vendeurs qui cherchent à short la résistance, qui était un support qui fait maintenant office de résistance. Donc ça c'est une zone où il va y avoir une pression vendeuse. Et en plus de cette pression vendeuse qui est faite par les vendeurs, on va voir les acheteurs qui eux, ils ont une position perdante, c'est dur mentalement, voilà, ils veulent juste clôturer leur position. Quand on va refaire un pullback sur ce niveau-là, ils vont sortir à break-even, d'accord, le fait qu'ils soient rentrés ici, ils sortent au même endroit, ils gagnent rien, ils perdent rien, mais le fait de clôturer une position longue, c'est également une vente aussi en marché. Donc on va voir les vendeurs qui shortent, plus les acheteurs qui clôturent leur position, ce qui fait une grosse zone. C'est pour ça que les résistances et les supports se créent. Donc là, voilà, si on retourne chercher des précédents niveaux, ça peut être des zones également intéressantes pour short, tout en prenant compte que la tendance primaire reste haussière. Donc méfiez-vous quand même de cela, mais sur du 4 heures, 1 heure, la tendance est baissière et il y a clairement des opportunités de short. Donc en weekly, moi la zone que je veux, qui doit tenir, selon moi, sinon je suis toujours bullish sur les cryptos. Pour le moment, il y a aucun signal qui me dit que ça pue, on va dire. Si on commence à casser ce niveau-là, vraiment une clôture franche, ça serait pas bon pour la suite, et selon moi, il y a de grandes chances de revenir chercher, dans ce cas-là, ici, notre ligne de coup. Pourquoi ? Parce que, déjà, ici, on est sur notre précédent range, qui a cassé, tout simplement, donc, qui faisait office de résistance, qui a fait office de support par la suite. Donc là, on a un très très gros niveau, et voilà, c'est un niveau, on pourrait éventuellement venir prendre la liquidité, ici, rien ne nous empêche de faire ça, de prendre la liquidité sur ce niveau-là, mais c'est un niveau important qui doit être défendu. Donc ça c'est vraiment le niveau principal à défendre, et on en a un niveau secondaire, on est actuellement dessus, sur du plus court terme, parce que là on est, voilà, là hop, je vais supprimer ça, tac. Ici on est vraiment sur un range weekly, on a une cassure à la hausse via cette impulsion haussière, c'est un gros niveau à surveiller. Sur du plus court terme, là on n'a pas un range weekly, on va plutôt être sur un range daily, mais dans le même système que je vous ai montré en weekly ici, on a la même chose en daily, d'accord ? On a une cassure, un pullback, une continuation haussière. Et actuellement, on est en train de retravailler ce niveau-là qui doit être tenu. Rien n'empêche de juste mécher, prendre la liquidité, réintégrer, mais si on commence à
clôturer en dessous de ce niveau-là, on refait un pullback, on voit qu'on se fait rejeter. C'est-à-dire que ce support repasse sur une résistance et on peut avoir une continuation baissière. Donc ça, c'est vraiment le premier niveau intermédiaire qui peut être une zone intéressante pour jouer un swing, en continuation de tendance. Si on a une accumulation comme ça avec une cassure à la hausse, on peut rentrer en position et targeter, voilà, on a cette zone d'imbalance qui pourrait être retestée. On a notre zone de rechargement également qui peut être testé. Voilà. Si on a une accumulation comme ça, c'est ce qu'on veut pour jouer un potentiel swing. Je sais pas où on se retrouve actuellement. On est au niveau de notre tunnel. On est au niveau de notre tunnel 3 jours. Ouais. Par contre, on a cassé notre tunnel 4 heures qui a l'air de faire résistance pour le moment. Donc voilà. L'idéal, ça serait vraiment de poser un bottom sur ce niveau-là. On a une bonne confluence de localisation. Casser, voilà, faire une accumulation, valider notre cassure de range, faire un pullback et on serait dans notre W4 heures. Voilà, ça peut être une bonne zone. Si en plus on a notre tunnel 1 heure qui vient tout simplement descendre comme ça, on a une cassure et voilà, vous voyez le délire, on casse les moyennes mobiles plutôt court terme, 1 heure, 4 heures, on fait un pullback, il y a un swing à jouer. Mais voilà, moi ça c'est ma zone d'intervention globalement que je surveillerai, c'est cette zone là. C'est une très bonne zone qu'on doit pas casser. Sans rentrer avec plein d'indicateurs, plein d'outils, juste la lecture du prix, d'accord? On est dans une tendance haussière. Ça, c'est vraiment la cassure d'un range qu'on doit pas réintégrer. Donc, la cassure d'un range sur du moyen terme, on est en daily, et sur du très très long terme, on a ce niveau-là. D'ailleurs, si je mets peut-être un Fibonacci, on peut avoir des confluences. Voilà, on a globalement, même si je prends cette impulsion, dans tous les cas, on a nos 0,382 qui sont en confluence avec cette grosse zone. Les 0,382, c'est vraiment le premier arrêt de notre... On a une tendance haussière. Ici, un creux sommet, ok, de plus en plus haut. Si on retrace, tant qu'on maintient au-dessus de notre premier arrêt, on est dans une continuation haussière. Si on casse, grande chance de retourner chercher notre zone de rechargement ici, qui est d'ailleurs en confluence avec notre ligne de coup. Voilà, sans rentrer dans le détail avec trop d'indicateurs, trop d'outils, juste avec Fibonacci et l'action du prix, on peut tout simplement voir que on a une première zone ici, les 0,382, confluence avec ce support, et s'il casse, grande chance de revenir chercher notre ligne de coup de notre pression W sur les $1,350 en confluence avec notre zone de rechargement. Donc ça, voilà, lecture du prix avec le price action et Fibonacci. Maintenant, si je mets mes moyennes mobiles sur du plus court terme, pour le moment on a notre tunnel 15 minutes qui fait office de résistance, donc tant qu'on n'a pas une nette cassure de ce niveau là, pour le moment on rentre dans un range, on voit que le 15 minutes qui commence à être plat, on va être entre deux bornes, donc ça m'étonnerait pas qu'on consolide autour de ce 15 minutes, à voir maintenant si on a une continuation haussière ou baissière. Mon but c'est pas de prédire où va aller le marché, c'est de réagir en fonction de ce qu'il me donne. On est dans un range, le haut de range ça se short, le bas de range ça se long. Je ne chercherai pas à long le bas de range, pourquoi? Parce que je regarde toujours de quoi est précédé la tendance. Là on est quand même sur du court terme, je vais pas reprendre le mouvement principal en weekly, d'accord, ça a pas trop d'utilité. Je me base en 4 heures, qu'est-ce qu'on a en 4 heures? On a une tendance baissière. On a des moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse, on a le 15 minutes qui accroche le 1 heure, on fait ici un M, on a des creux des sommets de plus en plus bas, on est dans un range. Donc, on est précédé d'une tendance baissière, il y a plus de chances qu'on ait une cassure à la baisse, tout simplement. Quand vous avez une tendance, quand vous avez ici un range, si on est précédé par une tendance haussière, il y a plus de chances d'avoir une continuation haussière. Jouez toujours dans le sens de la tendance, ne faites pas du contre-tendance. Maintenant, rien ne nous empêche de casser ce niveau-là à la hausse, et dans ce cas-là, on serait sur un W4 heures, ce qui serait encourageant pour avoir un rebond, et jusqu'à où, comme je l'ai dit, on a ici cette zone, notre ligne de coup, qui est là où on a eu notre phase de distribution. Voilà, ici, on prend la liquidité, hop, on se retourne, on fait ici un M, et voilà, ici on a une pattern de distribution. Donc voilà, et en plus on diverge également de manière, on a une divergence haussière qui est validée, qui nous montre un essoufflement des vendeurs. Maintenant je suis toujours bullish sur Ether sur du très très long terme, pour ceux qui veulent en accumuler. Je vais juste regarder où on se situe. Hop. Moi, je n'en achète plus depuis un moment parce que j'estime qu'on est sorti de notre zone d'investissement. Moi, j'aime bien me placer dans ma zone de rechargement entre les 0,518 et les 0,786. Je me suis fortement placé sur les 1250, 1300 $. Ici, on est sur une zone de prise de profit si vous cherchez à jouer une tendance haussière, si vous cherchez juste à en accumuler pendant du 3, 4, 5 ans. Ici, vous cherchez pas à prendre du profit, bien entendu. Mais si on commence à revenir chercher les 1600, 1700 $, ça peut être une zone
à nouveau intéressantes pour en accumuler. Je voulais juste parler aussi de la déflation sur Ether. Donc depuis qu'il est passé en ETH de 2.0, voilà, on peut tout simplement simuler. Si on n'était pas passé si on était resté en Proof of Work tout simplement, on serait actuellement sur une inflation de 3,3% à l'année, ce qui est, ça reste faible comparé à d'autres cryptos, mais ça reste significatif sur un Ethereum. Et actuellement, on est sur un moins 0,15%, ce qui est assez important. Si je me mets, on voit qu'on a burn 112 000 Ethers. Donc, ce qui permet d'avoir une pression acheteuse en plus, hein, enfin surtout pas spécialement d'avoir une pression acheteuse, mais de ne pas avoir une pression vendeuse. Quand vous avez de l'inflation, d'accord, vous avez tout simplement des tokens qui sont émis, vous avez une pression vendeuse en plus. Par exemple ici, le BTC a bien entendu une pression vendeuse. La différence c'est que lui, on sait qu'il ne dépassera jamais les 21 millions, donc on va dire c'est une inflation, mais qui est limitée, hein, vu qu'on sait que ici c'est les mineurs, hein, qui minent le BTC, donc on a un ajout qui est de manière linéaire, mais on sait qu'à partir des 21 millions on n'aura plus d'inflation. Mais ça c'est vraiment encourageant pour la suite, et surtout de mémoire sur les 7 derniers jours même, on a une 30 derniers jours. Hop, ouais, on a pas mal de burn de tokens, donc là-dessus c'est intéressant. Je voulais juste regarder la liquidité. Alors ne pas se baser que sur ça, sur votre analyse. Je vois beaucoup qui font l'erreur où ok, ils voient un pic de liquidité ici, un cluster de liquidité à 2082 dollars. Déjà ça peut évoluer, ça évolue toujours, hein, ça évolue toujours. S'il y a des nouvelles positions qui s'ouvrent, des positions qui se ferment, etc., ça fait que d'évoluer. Et ici on voit qu'on a un gros pic, mais comme je dis, ça peut évoluer, et ne pas se baser juste là-dessus. C'est pas parce qu'on a un gros pic ici que ça y est, le marché c'est sûr il va venir chercher ce niveau-là. Il y en a trop qui se basent sur de chercher à prédire le marché juste avec cet outil, alors que c'est juste un outil, c'est comme un indicateur, c'est comme des moyennes mobiles, c'est comme le MACD. Voilà, utilisez-le juste comme un indicateur. Moi c'est pas une zone où je vais me dire ok, on va aller chercher ce niveau-là absolument, mais c'est toujours des niveaux qui sont importants à noter. Donc on a un gros cluster au niveau des 2100 dollars globalement. Sur du plus court terme, on a les 1750 dollars et sinon les 1600 dollars. Et d'un point de vue order flow, donc on a toujours un open interest orienté à la baisse, donc ça c'est encourageant. Et de toute façon ça, depuis le crash FTX, les gens ils ont un peu peur. Voilà, on voit que les gens ne se réengagent pas sur les marchés, et surtout actuellement dans le marché global, il y a les gens sont quand même assez effrayés, dans le sens où voilà, je le vois là juste avec la baisse qu'on a fait sur le marché en général, on a perdu que 10%, ce qui est fait, mais en plus on a perdu 10% en 4-5 jours, quoi. Alors qu'on a déjà connu des journées où on perd on perd à 30% en 2 jours. Et là le sentiment switch assez vite, les gens ont assez peur. On voit que on est toujours dans une phase où voilà, le sentiment il switch assez vite, et c'est intéressant de le voir, hein, parce que pour moi c'est encourageant que le sentiment switch, on est dans une tendance haussière, et si les gens paniquent déjà juste après un pullback, hein, pour le moment moi si je regarde juste ça, c'est un pullback, même si on réintègre c'est pas encourageant, mais ça reste un pullback. Pour moi c'est encourageant, on peut faire vendre pas mal de monde et les faire FOMO beaucoup plus tard. Maintenant voilà, vous savez que j'ai des niveaux beaucoup plus élevés sur le marché des cryptos, le BTC, voilà, je vais pas le répéter à chaque fois, mais 36 000 dollars, etc. C'est pas pour ça que je ne prends pas ici des profits, et c'est pas pour ça que je peux changer de biais si on m'indique des signaux de retournement. Mais d'un point de vue order flow, on a notre open interest qui est baissé, donc ça c'est encourageant. Et si on du plus court terme, on a l'air d'avoir un funding négatif. Okay, on a un funding négatif, donc ça également c'est encourageant. On voit que on n'a pas spécialement de FOMO, hein, sur le marché. On a un open interest qui baisse un peu quand le marché en même temps que le marché baisse, à l'inverse de ici où là il y avait du FOMO. On le voit, on a un funding fortement positif, d'accord, on est même pas dans le négatif, un open interest qui monte avec un prix qui chute, d'accord, et on voit qu'on va les liquider juste après. Pour le moment ça s'est relativement calmé, et en général on pose un bottom lors d'un funding négatif. Alors on peut pousser le funding à qu'il soit beaucoup plus négatif et avoir une poursuite baissière, mais en tout cas c'est encourageant quand on commence à avoir un funding négatif. Pareil, c'est un indicateur, c'est un outil, on se base pas juste là-dessus pour rentrer en position, mais voilà, toujours chercher à avoir des confluences pour rentrer en position, mais c'est le genre de signaux en tout cas qu'on veut voir.
J'ai dit tout ce que j'avais envie de dire sur Ether. Voilà, après, je vais pas rentrer sur du très très court terme parce que déjà quand on va sortir la vidéo, vous l'aurez sera sûrement bougé. Mais voilà, vous avez mon avis global. Pour les investisseurs, on est toujours dans une bonne zone pour accumuler globalement. Si on commence à sortir des 2000 $, pour moi après on est dans la zone où le public, les débutants vont commencer à s'intéresser. Tous ceux qui ont vendu là et qui ont acheté ici, il faut revenir dans cette zone-là, parce que voilà, ils arrivent toujours trop tard. Mais vous, en tant qu'investisseur professionnel, vous cherchez à vous positionner quand tout le monde a peur, quand tout le monde panique, quand tout le monde vend, et voilà, dans notre zone de rechargement, c'est une bonne zone où le marché a de grandes chances de poser un bottom. Maintenant, si vous voulez être dans le sens de la tendance, si vous voulez avoir plus de probabilité d'être dans le sens de la tendance, c'est la cassure de ce niveau-là. Et comme je le dis, pour moi, si on casse ce niveau-là, il y a de très fortes probabilités qu'on a un bottom définitif sur Ether. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.